Bonjour. Bien, aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'expédition polaire, expédition que je fais depuis maintenant plus de 35 ans avec mon frère Pierre. Et je voulais évoquer peut-être les 10 meilleurs moments, voilà, peut-être les 10 moments les plus forts que nous ayons vécus pendant toutes ces années. Ça a été très difficile à choisir parce que des bons moments, il y en a plein, hein, forcément. Mais c'est pour répondre à une question. En fait, souvent on me dit mais pourquoi tu vas là-bas? On y va parce que franchement là-bas c'est merveilleux, c'est magnifique, il y a des tas de choses qui sont vraiment extraordinaires. Et je voudrais commencer par une citation du commandant Charcot qui disait la chose suivante, et c'est une citation que je trouve vraiment merveilleuse, qui disait d'où vient l'attirance de ces régions polaires, si puissantes, si tenaces, qu'après en être revenus, on oublie les fatigues morales et physiques pour ne songer qu'à retourner vers elles. Et c'est tout à fait ça. C'est vrai que là-bas il fait froid, il y a des fois il y a des choses qui peuvent plus ou moins bien se passer, mais de toute façon quand on revient avec une seule idée, c'est d'y retourner. Et là cette année on n'a pas pu repartir parce qu'il y a ce virus. Donc on compte bien repartir encore de longues années et revivre tout un tas de choses merveilleuses. Et donc je voulais vous évoquer avec vous ces moments qui ont été peut-être pour nous les plus forts. Voilà, alors il y en a 10. Je commencerai, alors ça va être un peu dans le désordre, mais je commencerai par le premier moment, c'est peut-être l'éclipse que nous avons vécu en 2008. Ça a été la toute première fois que nous avons vécu une éclipse totale du soleil. Et alors déjà que c'est un événement en soi, voir une éclipse totale du soleil, c'est déjà quelque chose d'incroyable. Et la voir dans l'Arctique, c'est vraiment fabuleux. Et donc cette éclipse, on l'a vue dans l'Arctique canadien, dans le Nunavut, sur l'île Somerset. Et c'est un endroit où on était déjà allé en 1995. On avait démarré notre expédition de Creswell Bay. Et puis on s'est dit ça serait bien de voir cette éclipse à cet endroit parce qu'on ne voulait pas la voir dans un village, ou on voulait pas la voir on voulait vraiment être dans un endroit privilégié où il n'y avait que nous trois. Il y avait donc Pierre, notre ami, qu'on considère comme notre frère Jean-Yves Lapet, et puis moi. Et donc on s'était dit ça serait vraiment merveilleux de voir cette éclipse qui avait lieu l'été à cet endroit. Donc on est parti, on avait bien préparé notre truc parce qu'on a d'abord on s'était pris à l'avance, on est arrivé, on a cherché assez longtemps un endroit idéal pour la voir. Et puis finalement le 2 août 2008, on est parti, il était quelque chose comme 21h. Il faisait un temps horrible, il pleuvait, il y avait plein de nuages dans le ciel. On s'est dit, jamais on ne la verra l'éclipse. On va voir qu'il fait noir, mais enfin on la verra pas quoi. Mais alors il y a du brouillard qui arrive, ou des nuages, je sais pas. Enfin, a priori on sera dans la merdouille. Enfin ça va, ça vient, alors on peut pas... On verra bien là où on va commencer. Allez, parti. Et puis on a fait quand même 5 heures de marche, parce qu'on a longé toute la baie dans laquelle on était, puis après on a grimpé sur des chemins assez escarpés pour grimper sur un plateau où on était sûr d'avoir vraiment un terrain assez dégagé pour voir l'éclipse, parce qu'évidemment ça aurait été pas bien d'avoir une montagne qui cachait le soleil. Et donc jusqu'au dernier moment, il faisait vraiment un temps horrible. Et des gros nuages dans le ciel. Alors il est 1h moins 10, en pleine nuit donc, nuit si on peut dire. Au-dessus de nous un gros plafond nuageux, mais on sait jamais, on peut pas savoir. C'est comme un match de foot, rien n'est joué d'avance. Bon, qu'est-ce qu'on fait là maintenant? Quel est le programme? Un petit plat lyophilisé chaud pour... Et là on est quasiment arrivé à notre point d'observation. Et puis finalement, à 4h10,
eh ben, le miracle a eu lieu, ça s'est dégagé et on a pu voir cette éclipse incroyable. Alors j'arrive à un petit commentaire. Combien de temps avant l'éclipse? C'est magique. 1h30. Dans un endroit idéal, il fait sec pour l'instant, il y a un air doux, et on va peut-être voir le soleil se lever. C'est un endroit un peu magique, hein. C'est vraiment à la hauteur de l'événement, là, je trouve. C'est vrai qu'il y a une ambiance quand même assez particulière. Hein. Ouais, et puis on est au début de l'éclipse, on sait qu'elle va commencer en Arctique, tu m'as dit aller en Mongolie. C'est très particulier, voilà, il y a de l'émotion. On va de mieux en mieux là. Je crois que c'est mal, on dirait, c'est bizarre. Ah bon? Tu vois un disque qui arrive? C'est peut-être un nuage. Je vois un disque qui arrive quand même. Ah bon? Oui, il arrive par la droite, c'est incroyable. Ouais, je le vois. Oui, on le voit bien. Regarde-le, Frédéric. Ok. Il y a une ambiance incroyable, c'est-à-dire que vraiment, voilà, la nuit qui tombe dans ces régions-là, c'est fabuleux, quoi. Voilà, donc ça a été certainement le premier événement dont je voulais parler et qui était vraiment pour nous extrêmement fort. Le deuxième, c'est encore une autre éclipse qui a eu lieu cette fois-ci au Spitzberg en 2015. Alors là, c'était encore différent parce que ça avait lieu l'hiver. Donc l'hiver, ça veut dire qu'il y avait de la banquise et donc on a pu voir l'éclipse sur de la banquise. C'était vraiment quelque chose dont on rêvait. Donc on est parti, il y avait donc Pierre, il y avait Jean-Yves, il y avait le beau-frère de Pierre, Jean-Louis, et ma fille Emmanuelle, que vous pouvez voir de temps en temps dans les vidéos de randonnée que je poste dans YouTube. Donc on est parti à 5 et on voulait aussi aller dans un endroit privilégié et on est retourné dans la baie d'Agarthe. La baie d'Agarthe où on avait fait, Pierre, Jean-Yves et moi, pratiquement notre première expédition, celle où on avait vu des ours, celle où il s'était passé plein de choses en 85. Et on est retourné à cet endroit justement pour voir cette éclipse. Et là c'est pareil, on l'avait bien préparé, on avait bien regardé à quel endroit le soleil allait être au moment de l'éclipse, on avait installé vraiment à l'avance nos appareils photo, etc. Et là, c'est pareil, quand l'éclipse est arrivée, c'est un moment absolument magique. C'est un moment magique parce que, alors d'abord, la température chute incroyablement. Du jour, ça passe directement à la nuit. Hein. Et je me souviens, il faisait moins 29. Et puis en fait, il fait pas complètement nuit. Il fait pas complètement nuit. Il y a une espèce de lumière ultraviolette qui est pleine d'énergie. C'est extraordinaire, une espèce de... Comme s'il y avait de la neige là, ouais. alors qu'il n'y a pas de Incroyable. neige. Enfin, c'est difficile à dire. Ceux qui ont vécu des éclipses peuvent le ressentir, mais il y a vraiment quelque chose de complètement surréaliste hein, quand on assiste à cette éclipse. Voilà. Et donc on a assisté le 20 mars 2015 à cette éclipse totale du soleil sur la banquise du Spitzberg, sur la côte est du Spitzberg, et c'était extraordinaire. Voilà. En numéro 3, il y a un souvenir que j'ai vraiment extraordinaire aussi. Alors ça, on était en expédition en chien de traîneau, donc il y avait Pierre, il y avait notre ami le Québécois François Saumur, qui a fait plusieurs expéditions avec nous, et donc moi, et on faisait une grande expédition en chien de traîneau. Et je me souviens, c'était le jour de l'anniversaire de Pierre, il fêtait ses 40 ans, et en fait c'était le 7 mai 2001, et en fait en mai on avait comme problème, enfin pour un problème, non c'était pas un problème, mais voilà, les chiens, vraiment la neige de la journée devenait vraiment molle, donc c'était mieux pour eux de voyager la nuit entre guillemets, parce qu'il fait pas, à cette époque il faisait pas encore tout à fait nuit, hein. Disons que le soleil se couchait et puis réapparaissait tout de suite, hein. Donc il y avait toujours une clarté hein, qui nous permettait de progresser. Mais il faisait suffisamment froid pour que les chiens aient une bonne dureté sur la banquise pour progresser, qu'ils ne se fatiguent pas. Voilà.
Cette nuit-là, entre guillemets, on a eu un spectacle absolument féerique. On évoluait, on progressait entre le soleil qui se couchait avec une lenteur dans ces régions polaires. C'est pas comme à l'équateur où le soleil tombe d'un coup, hein. Là, c'est vraiment, il met du temps à disparaître à l'horizon. Et un soleil rouge, vraiment, c'était absolument magnifique. Et derrière nous, à l'opposé, il y avait la pleine lune qui se levait, et donc c'était bleu, et donc je me souviens, on n'arrêtait pas de tourner en rond comme ça, on regardait, on faisait une vision 360, et on regardait d'un côté la lune qui se levait, et puis le soleil qui se couchait, et c'était absolument somptueux, hein. Vous le voyez sur les images, c'était vraiment extraordinaire. Donc ça, c'est un souvenir, pour moi, extrêmement fort aussi. C'est vraiment des moments vraiment privilégiés. Après, en numéro 4, là, j'en avais déjà parlé lors de ma précédente vidéo quand je parlais des ours, notre relation avec les ours. Mais c'est vrai que cette rencontre que nous avions faite en 1995, le long de la côte de Boufia, en kayak, où nous avions pagayé à côté d'ours polaires, bon, franchement, aujourd'hui, c'est pas à faire, hein, voilà, c'est pas... Mais bon, n'empêche que ça a été quelque chose d'extrêmement fort, hein, de pouvoir pagayer comme ça à côté d'ours polaires, c'était un moment privilégié, vraiment, hein. Donc ça, c'est un souvenir aussi que je garde en mémoire, extrêmement fort. Après, il y a eu quelque chose aussi, c'est vraiment le contact avec les animaux, hein, qui est aussi très fort, hein. Donc là, il y a eu l'ours polaire. Et en 1990, on avait fait une expédition à cheval. On avait emmené des chevaux dans l'Arctique canadien. Et franchement, aujourd'hui, si je devais le refaire, je ne le referais pas. Je ne le referais pas parce que les chevaux, c'est pas fait pour aller dans l'Arctique. Enfin, du moins, je le pense. Mais bon, à l'époque, on avait nos rêves. On savait qu'il y avait des expéditions qui avaient été réalisées par des explorateurs. Bon, à l'époque, tous les chevaux mouraient parce qu'ils les mangeaient. Mais donc, nous, on voulait les ramener vivants, bien entendu, hein. Donc, ils étaient équipés de combinaisons. Et ces chevaux, finalement, n'ont pas souffert du froid, ils ont souffert de la chaleur. Parce que c'était une expédition qui durait 4 mois. Et donc les 2 mois d'hiver, c'était des chevaux qu'on avait récupérés au Québec, qui nous avaient été prêtés par des éleveurs québécois qui nous avaient garanti que ces chevaux tiendraient sans problème, parce qu'ils avaient passé tout l'hiver au Québec par grand froid aussi, hein. Mais par contre, ce qu'on n'avait peut-être pas prévu, c'est ce changement brutal de saison, où on passe vraiment de l'hiver à l'été, et donc là on s'est retrouvé avec de la neige profonde. Enfin, ça a été assez difficile de terminer l'expédition. Les chevaux sont vraiment fatigués. Bon, donc je pense que tout le monde a souffert, y compris les chevaux, je le regrette. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand on est rentré, les chevaux ont eu une vie extraordinaire après, hein. C'était des stars dans leur pays. Ils ont eu vraiment la jument Prunelle a été rachetée par un milliardaire qui l'a bichonné vraiment. J'ai vu après l'endroit où elle était, c'était fabuleux. Et puis Valentin, pareil, a été dans un endroit fabuleux où il a terminé aussi son existence. Les chevaux ont peut-être souffert 4 mois, mais ont eu une existence vraiment heureuse. Bon, donc pour en revenir aux chevaux, on avait à un moment donné, donc c'était l'été, et donc on était Sophia Lake, on attendait un ravitaillement, et là arrivent des bœufs musqués. Et des bœufs musqués, ils n'avaient jamais vu des chevaux, évidemment, et les chevaux n'avaient jamais vu des bœufs musqués. Et donc il y a eu cette rencontre extraordinaire entre les bœufs musqués et puis nous à cheval. Voilà, ça c'était un moment extrêmement intense aussi, un moment où vraiment on est humble face à la nature, face à ces animaux qui viennent nous voir. Il n'y a pas eu d'animosité du tout, hein, et il y avait une grande curiosité de la part et des chevaux
et des bœufs musqués, mais c'était vraiment un moment extraordinaire. Après, il y a un autre moment que je garde en mémoire, ou que Pierre, Jean-Yves et moi gardons en mémoire, parce que ça a été un événement extraordinaire. Il n'y a pas eu d'image. Il n'y a pas eu d'image parce que ça a duré extrêmement... ça a duré très peu de temps, et on savait qu'il fallait faire perdurer ce moment sans geste brusque, sans vouloir sortir un appareil photo, etc. Donc on était toujours dans l'Arctique canadien, c'était en 99, et en arrivant dans une petite baie où on avait décidé d'établir notre camp, à un moment donné, on a entendu comme un soufflement, voilà, et puis en fait, on a été accompagné pendant, je dirais, je sais plus, enfin c'était peut-être une vingtaine de secondes, par un banc de narvals qui nous a accompagnés, voilà, et je voyais ces narvals, je voyais les cornes des narvals qui sortaient, qui s'enfonçaient. Ils nous ont accompagnés vraiment pendant ce temps, puis ils ont disparu. Bon, pas de regret parce que bon, c'est vrai que bon, à l'époque, on n'avait pas des GoPro comme maintenant où il suffit d'appuyer sur un bouton pour que ça filme, etc. Donc c'était à l'époque, on avait des appareils photo numériques, j'avais une caméra, non, on n'avait pas d'appareil photo numérique, on avait des appareils photo argentiques, enfin, il fallait sortir d'un sac étanche. Enfin bon, c'était compliqué, donc on voulait pas gâcher ce moment. Mais avoir été accompagné comme ça par un banc de narval, ça c'est un souvenir extrêmement fort. Après, il y a eu un moment aussi extrêmement fort dont je voudrais parler, c'était en 1987. On va dire que c'était notre première grande expédition, parce que c'était une expédition de 4 mois au Groenland. Hein. Et à la fin de cette expédition, il nous a été donné de vraiment partager un moment extrêmement fort avec des Inuits. Et en fait, il s'est retrouvé que Pierre et moi, on s'est retrouvés avec 2 Inuits, un jeune et un vieux. Un vieux, il devait être plus jeune que moi maintenant, mais bon, pour moi à l'époque c'était un vieux. Et on parlait, Pierre qui est un vrai passionné des régions polaires, hein, et il avait quand même réussi à parler, à apprendre quelques rudiments d'inuit, quelques mots, hein, ce qui nous avait permis de quand même établir une communication. Mais enfin, bon, grosso modo, ni eux ni moi n'avions suffisamment de connaissances pour établir une communication verbale, quoi. Mais il s'est passé dans cette cabane, vraiment autour d'un primus qui chauffait, il s'est passé vraiment quelque chose de magique. Vraiment une amitié qui s'est soudée. On s'est revus après, hein, et je dis maintenant ça fait des années qu'on se rend dans un village inuit. Bon, il y en a qui sont morts, il y en a beaucoup qui sont morts qu'on avait connus à cette époque. Hein. Mais donc il s'est passé vraiment quelque chose de magique, et je me souviens que on a offert à ces 2 Inuits, Pierre et moi, nos poignards. On avait des poignards de plongée qui nous servaient au kayak. Et instantanément, ils nous ont offert aussi leur couteau de chasse. Il faut savoir que pour un Inuit, hein, son couteau de chasse, c'est exactement le sabre laser du Jedi. Hein, c'est quelque chose qui lui appartient, qui est très précieux pour lui. Et ben j'ai hérité du couteau Inuit d'un de ces chasseurs, et je l'ai là, vous voyez. Je l'ai là, et je le garde précieusement parce que c'est vraiment un très beau cadeau qu'il m'a fait. Voilà. Et un autre moment aussi extraordinaire, alors ça c'était en 1992. Donc il y avait Pierre, Jean-Yves, moi et un 4e ami qui s'appelle Jean-François Chevalier. Et nous étions partis sur l'île Beachy pour faire une expédition en char à voile. Mais bon, le char à voile c'était la partie sportive. Faut dire qu'à l'époque, on a eu la chance de vivre les grandes années de l'aventure, les grandes années Ushuaïa. Hein, on n'avait pas trop conscience à l'époque on n'avait même pas conscience du tout d'un réchauffement climatique ou quoi que ce soit. Hein. C'était les grandes années de l'aventure. Donc il suffisait de dire qu'on avait un projet de char à glace dans l'Arctique, et on trouvait les sponsors pour pouvoir réaliser notre rêve. Donc c'était extraordinaire pour nous. Hein. Voilà, après tout ça a évolué. Hein. Mais donc on s'est retrouvés là, et en fait
92, on commençait vraiment à s'intéresser à l'histoire polaire. L'histoire polaire, en fait, tout ça, ça a évolué un petit peu avec le temps. Hein. C'est-à-dire que quand on est parti en 85 avec mon frère et Jean-Yves, on était jeunes, on avait envie d'aventure, on s'est retrouvés dans ces régions polaires, et puis on a découvert petit à petit que y avait une faune qui était passionnante, il y avait une population qui était passionnante, et puis il y avait une histoire qui s'était passée, notamment dans la conquête des pôles et dans la conquête du passage du Nord-Ouest. Et on s'est retrouvé dans cette région parce que en fait on était reparti sur les traces de Franklin. Franklin, c'était un explorateur anglais qui était parti avec 2 bateaux, 2 navires, le Terror et l'Erebus, en 1845 pour trouver ce fameux passage du Nord-Ouest qui aurait donné la suprématie aux Anglais, hein, d'une route qui aurait permis d'aller jusqu'en Inde sans passer par tout le très long chemin que normalement ils empruntaient. Et donc on était bercé un peu dans ces histoires, et on est allé à l'endroit où on a retrouvé les premières tombes des hommes de Franklin. Alors, Pierre a écrit un livre, je vous le montre, hein, parce qu'il est très bien fait. Il s'appelle Tragédie polaire, vous voyez. Et il parle justement des grandes expéditions de l'Arctique. Et je vais vous lire juste un passage, c'est quand les tombes ont été découvertes à l'époque. Alors, faut voir que les navires, le Terror et l'Erebus, ont quitté l'Angleterre en 1845, et ce n'est qu'en 1853 qu'on a commencé à trouver des artefacts de cette expédition. Voilà, donc il dit « Il faut imaginer cette région de l'Arctique absolument déserte, balayée par les vents, glaciale, le froid y descend fréquemment jusqu'à -50, et voilà que des centaines d'hommes s'y établissent le temps d'un hiver et organisent de longues randonnées en traîneau à la recherche d'indices. Un jour, tandis que Penny, De Haven et Ken devisent sur les projets d'exploration à venir, un homme accourt vers le groupe gesticulant et hurlant « Des tombes, capitaine Penny, des tombes, les quartiers d'hiver de Franklin. » Tout va très vite. Outre les tombes des 3 matelots, d'autres reliques de l'expédition Franklin sont retrouvées et ne laissent aucun doute sur ce premier lieu d'hivernage. Des cordages, des vêtements, des couvertures, sans compter 600 boîtes de conserve vite, mais ce sont surtout ces tombes qui retiennent l'attention des sauveteurs. Le mystère Franklin continue de s'épaissir. Voilà. Donc ça a été quelque chose qui nous a passionnés. Et pour la petite histoire, sachez que récemment, on a retrouvé les épaves du Terror et de l'Erebus. On a su finalement qu'est-ce qui étaient devenus ces bateaux. Mais donc, pour en revenir à ces tombes, alors c'était en février, parce que comme on était en char à glace, il fallait vraiment que la banquise soit très dure, il fallait qu'il y ait du vent, enfin bon. Et ces tombes, on les a découvertes de nuit. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de jours à l'époque, hein. Il y avait quoi, 2 jours il y avait 2 heures de jour, hein, au mois de février. Donc on était parti avec nos lampes là, etc. Et puis je me souviens, il y avait vraiment une ambiance qui était incroyable. Il y avait du vent, et je me souviens, on avait une carabine avec nous, évidemment. On est toujours avec une carabine pour se protéger des ours, hein, plus des pétards. Mais là, il y avait le vent qui soufflait, vraiment, qui faisait un hurlement dans le canon du fusil. Ça rajoutait en l'ambiance. Enfin, c'était. Et on a découvert ces tombes. Vraiment, la lumière de la lampe torche, c'était incroyable. Vraiment, c'était dans la nuit polaire, perdu là, voir 3 tombes qui sont là. Donc ça a été quelque chose qui nous a énormément marqué aussi. Après, le matin, hein, quand le soleil s'est levé, hein, il court à l'horizon, hein, il ne se lève pas vraiment. On avait vraiment ces tombes perdues. On imaginait quand même ces 3 hommes d'équipage qui ont fini vraiment leur vie, qui ont été enterrés ici, hein. Il faut savoir que enterrer quelqu'un là, faut y aller, hein, faut creuser parce que le sol est dur. Enfin bon, donc tout ça, ça nous a fait rêver, ça nous a énormément marqué.
Voilà. Après, il y a j'ai encore deux événements à dire. Les aurores boréales, les premières aurores boréales qu'on a vues, et qu'on a pu filmer aussi. Hein. Donc, les aurores boréales, c'est toujours un spectacle absolument magique, extraordinaire. On voit des photos maintenant. Maintenant, c'est la chance qu'on a avec les appareils photo numériques, les caméras qu'on peut mettre en time-lapse, etc. On peut maintenant photographier et filmer des aurores boréales. Mais quoi qu'il en soit, ça remplacera jamais l'impression qu'on a de les vivre en vrai. Parce que c'est vraiment, faut voir toute la voûte du ciel et ces draperies qui se déplacent, qui sont vraiment... voilà, c'est un spectacle féerique et absolument unique. Si vraiment, alors il y en a pas qu'au Groenland, ou il y en a, je sais, en Finlande, il y en a aussi, comment dire, il y en a d'autres en Islande. Mais là où on les a vus, c'était vraiment aussi pareil, quelque chose qui nous a énormément marqué. Et puis je terminerai par aussi quelque chose qui à chaque fois est extraordinaire, à chaque fois qu'on s'y rend, c'est les mergules. Alors les mergules, le vol des mergules. La première fois qu'on a entendu ça, c'était en 87, justement, dans notre grande expédition en kayak le long de la côte nord-est du Groenland. Et les mergules, on ne les a pas vues tout de suite, on les a entendues. Et on entendait l'image, c'est l'image qu'on a, oui, c'est un fort qui se fait attaquer par des Indiens. C'est des cris d'Indiens sans arrêt, enfin comme on le voit dans les westerns. Et là, vous voyez avec ces images, vous entendez, vous allez l'entendre. Ces bruits, ces nuées de mergules qui, dans un cri incroyable, il y a que là qu'on voit ça, hein, et ben tourne et tourne sans relâche autour de parois. Alors faut monter, hein, faut y aller, hein, faut monter dans les parois pour vraiment bien les voir. Mais une fois qu'on y est, le spectacle, on ne s'en laisse pas. C'est un spectacle magique. On y est retourné 3 fois quand même, hein, pour les voir, ces vols de mergules. Et à chaque fois, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ces vols de mergules, avec l'accompagnement de ces cris, c'est quelque chose d'absolument incroyable. Voilà, donc c'était quelque chose que je voulais partager. Je pense que partager des bons moments comme ça, des choses fortes, c'est ce qui explique un petit peu le pourquoi on s'y rend maintenant depuis bien plus de 35 ans maintenant. Hein. Et pourquoi on a toujours envie de s'y rendre, parce qu'il y a vraiment une magie là-bas qui est absolument extraordinaire. Voilà. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à une prochaine vidéo. Au revoir.